Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes le 6 avril 2019, nous sommes arrivés au site rep numéro 135 déjà. Ouais, ça tourne. Hein. Cette semaine, en termes de bombardement, on est à peu près équivalent à ce qui précédait, Ouais. à l'exception des dernières 24 heures où il y a eu une poussée d'urticaire, hein, si je puis dire. Mais les dégâts sur le plan humain sont quand même assez mauvais, hein, très mauvais même. Hein. Oui, même au niveau habitation, puisque du 30 mars au 5 avril 2019, donc l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 78 reprises. Donc on est à 1 de différence par rapport à la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 220 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est un petit peu plus. Et si on rajoute tout ce qui est munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 871 munitions, donc là un petit peu plus aussi que la semaine passée. Ces tirs ont touché par contre 23 localités de la République, donc un petit peu plus que la semaine dernière, et donc durant les dernières 24 heures on a eu 20 violations et 102 munitions, dont 54 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là c'est un petit peu beaucoup. Oui. C'est un petit peu beaucoup, et le résultat, malheureusement, c'est que cette semaine, suite au tir de l'armée ukrainienne, on a eu 5 soldats de la RPD qui ont été tués, 4 blessés et 3 civils qui ont été blessés aussi. Donc le bilan humain est bien plus mauvais que la semaine passée. L'armée ukrainienne cible de nouveau, depuis quelques jours, délibérément les zones civiles. Résultat, 16 habitations ou dépendances de type garage, etc. ont été endommagées. On en a eu 3 de plus durant les dernières 24 heures. Côté ukrainien, les pertes de la semaine ont été de 18 morts et 25 blessés, dont 12 morts et 19 blessés, rien qu'à cause des tirs de réponse de la RPD. C'est-à-dire les tirs qui visent à supprimer les positions depuis lesquelles les Ukrainiens bombardent les civils. Donc, voilà. Ils ont aussi un soldat ukrainien qui est mort et 2 qui ont été blessés cette semaine par l'explosion d'un mortier Molotov. Ah, ouais, tiens donc. Bravo les mecs, continuez à utiliser des armes pourries qui vous pètent à la gueule. Niveau armes, justement, l'OSCE continue de noter la présence d'armes lourdes près de la ligne de front côté ukrainien en violation des accords de Minsk. Ont ainsi été enregistrés cette semaine 5 systèmes de défense antiaérien OSA. Je sais toujours pas ce qu'ils foutent ici, parce qu'on n'a toujours pas d'aviation. Ouais, non, c'est clair. Voilà. On a 2 systèmes de missiles anti-chars automoteurs concours de 135 mm, 8 canons anti-chars à pirate 100 mm et 8 mortiers de 120 mm PM38. Donc, voilà ça. Au moins ceux-là, ils vont pas péter à la figure des soldats. Alors ça c'est la ukrainiens, conception soviétique, ça c'est du soviétique qualité, tu vois. Ouais. Il y a le Deutsche Qualität et il y a le SSSR Qualität, tu vois, c'est qualité soviétique. Ouais. Au moins ils savaient concevoir des mortiers qui ne permettaient pas le double remplissage, contrairement aux ingénieurs ukrainiens. Bon, on va pas les encourager à utiliser plutôt ceux-là que les autres parce que ils feront forcément plus de victimes chez les civils. Ouais, voilà, DNR, ça, je préfère qu'ils continuent à utiliser le mortier Molotov, c'est très très bien. Si on regarde justement tout ce qui est OSCE, alors l'OSCE qui se met un peu à faire son job. Le 4 avril, entre autres, à l'occasion de la journée internationale de la sensibilisation au problème des mines, entre autres des mines antipersonnelles, et de l'assistance à la lutte anti-mine, l'OSCE a fait un bilan des pertes humaines dans le Donbass dues à ces engins explosifs. C'est le nouveau chef de la mission de surveillance de l'OSCE en Ukraine, Ertugrul Apakan, qui a souligné que de nouveaux champs de mines sont régulièrement installés, en violation des accords de Minsk, je le rappelle, faisant peser des risques sur la population civile, parce que c'est quand même... C'était soi-disant pour libérer la population civile de la présence des terroristes. Voilà. Pas pour les libérer de leurs jambes. Oui. En tout cas, donc il a rappelé qu'un accord visant à éliminer les mines et à mettre fin à la pose de nouvelles mines a été conclu à Minsk il y a quelques années, mais que malheureusement les mines continuent de tuer et de détruire la vie des Ukrainiens des 2 côtés de la ligne de contact, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il faut immédiatement faire plus de déminage humanitaire. Il a rappelé que la mission de surveillance de l'OSCE facilite les efforts de déminage, en particulier dans les zones entourant les écoles, les hôpitaux, les logements résidentiels et les points de passage de la ligne de contact. Et l'OSCE s'est dit prête à poursuivre son soutien pour le déminage dans l'avenir.
Ils ont donc ensuite confirmé que durant les 12 derniers mois, au moins 70 personnes ont perdu la vie ou ont été blessées suite à l'explosion de mines, mais aussi de munitions qui n'ont pas explosé à l'impact, dont 18 victimes sont quand même des enfants. Hein. Ouais, dans cette histoire terrible. On se rappellera de ces 3 gamins qui sont morts près de Gorlovka l'année dernière. Oui, c'est ça. La médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, Daria Morozova, a complété ces chiffres en fournissant ceux des victimes depuis 2016, c'est-à-dire 440 personnes tuées ou blessées par des mines ou des munitions non explosées, dont 21 enfants. Et ça, c'est juste les stats depuis 2016. Je ne parle pas des stats depuis 2014, quoi. L'OSCE a appelé à des efforts concertés pour déminer le plus rapidement possible le Donbass et a rappelé son soutien à l'élaboration d'une législation et d'une réglementation pour appuyer ces efforts, ainsi qu'au déploiement d'un système numérique de planification du déminage. Alors j'espère que l'OSCE va être entendu rapidement, puisque je rappelle que chaque année de guerre rajoute encore plusieurs années de déminage à venir et donc plus de victimes civiles potentielles. Donc une année de guerre, je crois c'est 5 années de déminage ou un truc comme ça, si je me souviens bien. Donc chaque année qui passe, on se rajoute 5 années de déminage supplémentaires. Hein. Donc faut quand même y penser, quoi. C'est un moment, quand il va falloir nettoyer tout ça, ça va être sympa. Ouais. Et OSCE toujours, c'est le coordinateur de l'OSCE au sein du groupe de contact concernant les questions humanitaires à Minsk, l'ambassadeur Tony Frisch, dont on avait déjà parlé, celui qui avait un peu haussé le ton là. Face aux représentants ukrainiens qui viennent pas aux réunions, puis qui après racontent de la merde sur Facebook. Ah oui. C'était lui qui avait remis un petit peu les points sur les i. Alors disons, qu'il ferait bien de commencer par venir aux réunions et de faire leur travail. Oui. Petit coup de crotte de nez comme ça, bien lancé. Et la deuxième crotte de nez, ça a été de leur dire d'arrêter de tenir des propos orduriers aussi. Oui, parce qu'il y a des limites quand même. Hein. Voilà. Donc, non, il a l'air plutôt bien, ce gars-là. Donc là, il est venu en RPD pour visiter les centres de détention où se trouvent des soldats ukrainiens capturés par la milice populaire. Il s'est dit satisfait des conditions de détention des prisonniers. Il est accompagné de Daria Morozova, donc la médiatrice aux droits de l'homme de la RPD. Ils sont rendus dans 2 centres pénitentiaires, un à Torez et un à Nikitovskaya, donc près de Gorlovka. Il a pu s'entretenir avec les soldats ukrainiens qui sont détenus. Il a aussi eu des entretiens avec la direction de l'un des centres de détention pour évaluer la qualité de vie des prisonniers. Entre autres, Alexei Maschenko, directeur d'une des prisons visitées, a précisé que donc un petit peu les conditions de vie des militaires ukrainiens qui ont été capturés. Il dit qu'ils vivent ici dans les mêmes conditions que tous les autres prisonniers. Les vêtements sont adaptés selon les saisons, 3 repas par jour. Ils ont des installations sanitaires, promenades quotidiennes, donc voilà quoi. Ils sont pas maltraités. C'est un point de vue qui a été partagé par Tony Frisch à l'issue de sa visite. Il a dit, je cite, « Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de visiter le centre de détention provisoire. Nous allons parler à certains des prisonniers. Nous avons déjà rencontré certains d'entre eux et nous en rencontrerons d'autres pour la première fois. Il est important que nous parlions confidentiellement aux personnes détenues des 2 côtés de la ligne de contact. » Il a tenu à remercier les autorités et le directeur de la prison. Il a d'ailleurs souligné qu'ils traitent les détenus avec décence. Ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin, y compris l'assistance médicale. C'est bien de faire un petit parallèle avec les méthodes de détention de l'autre côté. Ah oui. D'ailleurs, c'est même pas des centres de détention, c'est des centres de torture. Voilà, c'est ça. De l'autre côté, on les laisse crever après avoir été torturés, on les soigne pas. Je le sais parce que quand il y a eu le dernier échange, je connaissais certains des prisonniers qui ont été récupérés côté RPL entre autres un gars, Yaroslav, que je suivais sur les réseaux sociaux, et le gars a dû passer par l'hôpital parce qu'en fait il avait eu la jambe cassée lors des séances de torture, et en fait ils l'ont laissé sans soin, donc en fait ils ont dû lui recasser la jambe pour la remettre comme il faut, et donc il a passé quelques mois plâtré une fois revenu, quoi, tu vois. Je veux dire, là, c'est vrai que tu vois que c'est 2 trucs complètement différents là. C'est 2 politiques de gestion des prisonniers complètement différentes. Il a aussi, donc Tony Frisch, souligné l'importance de permettre aux détenus de correspondre avec leur famille. Il a d'ailleurs aussi remercié Daria Morozova pour tous les efforts qu'elle a déployés pour faciliter la communication entre les prisonniers et leurs proches. Il a aussi insisté sur la nécessité de mener au plus tôt l'échange des prisonniers entre l'Ukraine, les RPD et les RPL, tel que je le rappelle, le prévoient les accords de Minsk, et qui est toujours pas fait. S'il n'y avait que ça.
Voilà. Donc, je rappelle que normalement doit avoir lieu un échange au format tous contre tous que l'Ukraine fait traîner, hein, donc en n'envoyant pas ses représentants, ou alors ils discutent de la pluie et du beau temps, ou alors ils se cassent au bout de 15 minutes sous des prétextes bidons, etc. Donc, ils font tout. Hein. Enfin, après, ils te disent c'est de la faute de la Russie si les prisonniers ukrainiens ne reviennent pas. Non, c'est pas la faute de la Russie. C'est vous sabordez les discussions à chaque fois. À un moment, arrêtez le cirque, quoi. Bah, c'est l'inversion accusatoire. Habituelle. Les maîtres de l'Ukraine, les vrais maîtres de l'Ukraine à Washington sont coutumiers de l'utilisation de ce genre de formule. Hein. Bien sûr. Donc, la dame Morozova a rappelé que la RPD est prête pour cet échange. Et le faire le plus rapidement possible. Donc, ils ont insisté pour que l'Ukraine un peu se bouge le popotin. Ainsi. L'ambassadeur s'est aussi entretenu avec les familles des prisonniers de l'RPD qui, eux, sont détenus en Ukraine, ainsi que les familles des personnes qui sont toujours portées disparues, puisque je rappelle qu'il y a quand même encore plusieurs centaines dont on n'est même pas sûr qu'ils sont encore en vie. On ne sait pas où ils sont, ou même où est-ce qu'ils ont été arrêtés ou quoi, et donc pour lesquels on est encore en recherche d'informations. Alors, chose assez bizarre, je voulais faire une comparaison avec les conditions de détention côté ukrainien. J'ai pas trouvé les rapports, en fait. C'est-à-dire, j'ai eu beau fouiller avec l'aide de Google, qui est mon ami. Tu vois des mentions de rapports de Tony Frisch. Tu vois des communiqués de presse disant oui, Monsieur Frisch vient de remettre lors du groupe de contact son rapport sur les conditions de détention côté ukrainien. Et il est où le rapport ? Oui, tu le trouves pas. Ce silence, pour moi, c'est quand même assez révélateur, quoi, tu vois. Je veux dire, quand tu vois que quand le gars vient de notre côté, il nous félicite parce que les mecs sont bien traités et que les rapports qu'il fait quand il est de l'autre côté ukrainien, les trucs sont jetés dans les oubliettes. Oui. Si ça se trouve, il a carrément pas pu rentrer dans les lieux censés être déjà, toutes les prisons secrètes, c'est clair que le SBU ne les a jamais laissés rentrer. Mais je sais qu'effectivement, les fois où ils sont allés dans des centres de détention ukrainiens, c'est une catastrophe. Je veux dire, on a eu des fuites d'infos, voilà. Mais le rapport officiel, tu le trouves pas sur le site de l'OSCE. C'est quand même magique. Tu trouves le communiqué de presse où, à l'époque, c'était Martin Sajdik, qui était à l'époque le chef de la mission ici, qui te disait, oui, Monsieur Tony Frisch a rendu son rapport, machin. Il est où le rapport? Tu ne trouves pas, quoi. Ou alors ils ont vraiment très mal foutu leur site, je sais pas, mais... Non, mais ça en dit long déjà sur le véritable intérêt des Occidentaux, la France, l'Allemagne, les États-Unis, concernant les droits de l'homme, et le respect des droits de l'homme dans les prisons, parce que... ça me fait rigoler, voilà. Hein, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. C'est ça. On va reparler de la situation en Ukraine, puisque le 31 mars donc, a eu lieu le premier tour des élections présidentielles en Ukraine, avec un résultat donc un peu déroutant pour certains qui se disent non, c'est pas possible. Eh bien si, Zelensky va affronter Poroshenko au second tour. C'est pas faute d'avoir prévenu quand même que les choses allaient tourner à la farce, hein. Ouais, parce qu'avec le bilan catastrophique quand même des 5 années de présidence de Poroshenko, ça semblait quand même impensable qu'il arrive à passer au second tour contre Zelensky. Bon, c'était sans compter sur les fraudes massives organisées par Porky pour se maintenir au pouvoir. Il l'avait dit, l'ex du SBU, que l'autre il allait s'accrocher comme un morbac et qu'il avait les moyens de ses ambitions. Ah bah oui. Donc je rappelle, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, petite liste non exhaustive des fraudes. Celles qui ont été déjà recensées. On a eu achat des voix auprès des plus pauvres, fermeture des bureaux de vote en Russie, pas de caméras de surveillance dans les bureaux de vote, maintien dans les registres électoraux de 200 000 personnes qui sont mortes en RPD et en RPL, tentative d'espionner Zelensky, plainte bidon contre le candidat de l'opposition Yuri Boyko, j'en reparle un peu après, gonflage artificiel des listes de votants, utilisation du SBU pour s'assurer que les votes seront comptés comme il faut, tout y est passé. Tout. Je rappelle qu'on a eu quand même 1 million de nouveaux votants qui sont miraculeusement apparus dans les registres électoraux par rapport à 2014, alors que l'Ukraine perd à peu près ce nombre de personnes par an.
Oui. Moment, il faut se poser 2-3 questions. Voilà. Et puis pour ceux qui me disent, ouais, enfin, ça semble un peu mort, un peu énorme quand même de faire voter les morts, ça se voit très bien dans le Donbass, justement. Parce que si on regarde les taux de participation dans les oblasts de Donetsk et de Lugansk, c'est assez énorme. Ils ont bien gonflé entre 2014 et 2019. Puisqu'en 2014, le taux de participation dans l'oblast de Donetsk était d'à peine 15,1%. En 2019, il est de 59,95%. Multiplié par 4, tout va bien. Et dans celui de Lugansk, on est passé de 38,94% à 56,77%. Là, il faut que vous m'expliquiez le miracle. Parce que bon, certes, il y a des gens qui avaient fui la région en 2014 au moment des plus gros combats, mais multiplié par 4 quand même dans la région de Donetsk. Puis ça semble un peu bizarre, parce que il y a quand même une partie de ces territoires qui est plus sous le contrôle de Kiev, je rappelle. Hein, je rappelle que sur les 4,3 millions d'habitants que comptait l'oblast de Donetsk, on en a quand même 2,3 millions environ qui sont RPD, et non en Ukraine. En RPL, c'est quand même 1,5 million de personnes sur une population totale de l'oblast de 2,2 millions. C'est encore pire côté Lugansk. Hein. Donc, même si en théorie, hein, je mets des gros guillemets, ces gens pouvaient aller voter en Ukraine, il y a une procédure dite simplifiée. Alors, je vais vous expliquer la procédure. Il fallait qu'ils viennent en Ukraine s'enregistrer au maximum 5 jours avant le scrutin. Puis le jour J, se retaper les heures d'attente au point de passage de la ligne de front à l'aller comme au retour pour aller voter avec fouille, interrogatoire du SBU et compagnie. Le jour J, il fallait aussi qu'ils arrivent à passer entre les mailles du filet du SBU, justement, parce que le jour des élections, le SBU menait des opérations de rafle dans une bande de 20 km autour de la ligne de front. D'accord, ouais. Voilà, ils ont traqué les habitants de l'RPD et de l'RPL qui se dirigeaient vers les villes proches de la ligne de front pour aller voter, pour les empêcher justement d'aller y voter. Voilà, c'était un peu parcours du combattant. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait été assez motivé pour se lancer là-dedans. En plus, je rappelle le petit sondage dont on avait parlé la dernière fois, hein, qui montrait quand même que presque 82% des gens RPD se foutent littéralement de ces élections, comme de leur première pampers. Donc, entre la perte de temps, d'argent, parce qu'il faut payer l'autobus, hein, le risque de se faire arrêter, torturer par le SBU, non, aller voter en Ukraine... C'était du masochisme. C'était du masochisme, surtout que tu savais que c'était des élections truquées et inutiles, ça n'avait aucun sens hein, pour les habitants des deux républiques populaires. Ça s'est d'ailleurs reflété hein, dans la fréquentation des points de passage de la ligne de front qui étaient à moitié déserts. Ils étaient moins chargés que d'habitude, on s'attendait à avoir des fils, mais non, même pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu grand monde qui s'est rendu en Ukraine. Donc, il y a eu très peu de gens de l'RPD et de l'RPL qui auraient pu réellement aller voter. Donc, en fait, si on fait une règle de 3, hein, qu'on comprend ce qui reste de la population dans la zone contrôlée par l'Ukraine, on se rend compte qu'il n'y a que 46% de la population de l'ancienne oblast de Donetsk et 33% de celle de l'oblast de Lugansk qui pouvaient potentiellement aller voter s'ils y allaient tous. Ouais. Voilà. Si tous les votants de la zone encore sous contrôle ukrainien de Donetsk et de Lugansk allaient voter, tu avais maximum 46 et 33%. Donc c'est mathématiquement pas possible qu'on ait 59,95% des habitants de l'oblast de Donetsk et 56,77% de ceux de Lugansk qui aient pu aller voter. Voilà. On a respectivement 13,95 et 23,77% de votants qui sont manifestement des électeurs fantômes. Et je parle de minimum, hein, parce que je te dis, là on part du principe que tous les habitants qui pouvaient voter dans les zones encore sous contrôle de Kiev sont allés voter. Oui. En vrai, c'est pas vrai. Donc, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Donc le chiffre que je vous donne, c'est vraiment le pourcentage de fraude à minima, quoi, tu vois. Non, ils ont fait voter les morts, parce que les morts, ils risquent pas de porter plainte. Hein, voilà. Les gens de Crimée, ceux de l'RPD, de l'RPL, ceux qui vivent en Russie, eh ben, ils ont obtenu assez de voix bidons pour faire passer Poroshenko en deuxième position devant Timoshenko. En plus, Poroshenko ayant le contrôle des commissions électorales et ses agents du SBU hein, dans chaque bureau de vote pour s'assurer que les bons chiffres étaient rentrés dans le système, la boucle était bouclée. En plus, comme les observateurs de l'OSCE avaient été refusés parce qu'ils auraient été bien moins complaisants que leurs petits collègues occidentaux hein, devant les fraudes évidentes et les 2600 rapports d'irrégularité enregistrés. Parce que l'OSCE, c'est magnifique, parce qu'ils disent oui, effectivement, on voit que Poroshenko utilisait l'appareil d'État pour, à son bénéfice dans la campagne électorale, mais ça n'invalide pas l'élection.
Ben, Ah on bon? a ça en France. Hein. Tu disais Ah tout bon? à l'heure qu'il y a des gens qui croyaient pas que ce soit possible d'utiliser les morts pour les élections. En France, c'est déjà arrivé ça. Et ce que tu viens de dire, c'est également déjà arrivé en France. Hein. Ouais, donc résultat, maintenant, bon, faut qu'il élimine Zelensky au second tour, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, là, ils sont lancés dans un numéro de cirque, avec Zelensky qui a mis Poroshenko au défi de passer un test sanguin d'alcoolémie et de drogue. Oula, là il est mort lui. Non, il l'a passé, mais enfin, c'était des médecins que lui, il avait choisi, donc... D'accord. Bon, voilà. Zelensky aussi s'est plié à ce truc-là, enfin, ça devient du grand guignol. Bon, par contre, là où Porky peut marquer des points, c'est lors du débat télévisé contre Zelensky, parce qu'être acteur, c'est une chose. Gagner un débat politique à la télé, c'en est une autre. On a pu voir avec Marine Le Pen ce que ça peut coûter de rater son débat. Ouais. Ça Ceci dit, elle, si ça se trouve, elle l'a fait exprès. Hein. Ouais, enfin bon, ça c'est une autre histoire, mais le fait est que ça a été désastreux pour son image. Absolument. Bon, puis il lui reste toujours tous les moyens de fraude énoncés précédemment, l'aide de l'appareil d'État, le SBU, etc., etc. D'ailleurs, ces fraudes sont tellement évidentes que le chef du comité de la CEI à la Douma, Leonid Kalachnikov, a soutenu le projet de loi de non-reconnaissance des élections ukrainiennes proposé par le parti LDPR, hein, donc celui de Vladimir Zhirinovsky, nationaliste russe. Le projet a été reporté, il sera discuté à la Douma après le second tour qui aura lieu le 21 avril. Donc là, ça veut dire que c'est quand même sérieux. Là ça devient quand même sérieux. Bon, Timoshenko et Boyko ont dénoncé les fraudes, les néo-nazis ukrainiens aussi, d'ailleurs. Le corps national s'est fendu d'un communiqué dans lequel l'organisation déclare que Poroshenko menace déjà ouvertement de tuer les nationalistes ukrainiens s'ils gagnent. D'après eux, Porky aurait promis lors d'une réunion avec ses soutiens de liquider les partis politiques et les organisations publiques qui le gênent, principalement le corps national. Bon, faut dire qu'ils sont en train de le traquer comme un lapin de Garenne un peu partout dès qu'il ose sortir dans la rue. Oui. Voilà. Face aux menaces qui pèsent sur l'organisation, le corps national a promis à Poroshenko le même sort que celui de son prédécesseur Viktor Yanukovych, mais ils ont précisé, la seule différence, c'est que nous ne laisserons pas Poroshenko quitter le pays. C'est bien possible, oui. C'est bien l'ambiance en Ukraine, démocratie, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que Porky a des chances de gagner le second tour? Ben oui, hein, parce que s'il utilise de nouveau tous les moyens pour frauder et qu'il arrive à discréditer Zelensky, soit avec un bon compromat, soit en faisant une meilleure performance que lui lors du débat d'entre-deux tours. Par contre, je pense que là, ça va devenir chaud. Là, il y en a quand même plusieurs parmi les politiciens ukrainiens et les analystes qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur le risque d'un nouveau Maïdan. Oui, il est... Clairement, s'il passe, là, ouais, tu auras un conflit ouvert entre Porky et les groupes néo-nazis et ultranationalistes. C'est quasiment... oui. De l'autre côté, si Zelensky gagne, il y a peu de chances que Porky se laisse faire parce qu'il a dénoncé tous ses opposants comme étant des agents de Moscou. Donc il veut hurler à l'ingérence russe, il va refuser de reconnaître la victoire de Zelensky, il va certainement provoquer des troubles dans le pays. Dans les deux cas, c'est pas sûr que l'Ukraine se remette d'un tel chaos. Comme je dis, t'as plusieurs politiciens et experts ukrainiens qui là, on commence à dire bon, vous êtes gentils les gars, mais là, si vous la jouez comme ça va mal se finir et le pays pourrait pas s'en relever. Alors, on va mettre un petit nota bene pour preuve que même les Ukrainiens se sont rendus compte que cette élection est une farce plus qu'autre chose. Il y en a plusieurs qui ont pris le risque d'inscrire pour Poutine et même un mort en fasciste, on mettrait une petite photo, sur leur bulletin et de le photographier avant de publier la photo sur Internet. Il faut savoir que c'est interdit de photographier les bulletins de vote en Ukraine. C'est très grave, hein, ils risquent gros les mecs qui ont fait ça, hein, donc faut avoir des cojones pour faire ça. Ouais. Faut aimer le risque. Hein. Faut aimer le risque. Alors je parlais de ces poursuites contre Boyko et Viktor Medvedchuk. Donc on avait parlé de cette réunion qu'ils ont fait fin mars en Russie avec Medvedev et Alexei Miller pour essayer de trouver des solutions. Alors là, Kiev, ils se sont lancés dans un concours d'hystérie. Ils ont accusé Medvedchuk et Boyko d'avoir franchi illégalement la frontière. Et ensuite, ils ont décidé de poursuivre les gardes frontières qui les ont laissés passer avant d'interdire tout vol direct entre l'Ukraine et la Russie. Alors pour ceux qui me disaient, mais on croyait que c'était déjà le cas, en fait, depuis 3 ans et demi, il n'y avait plus de vols commerciaux directs entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire les compagnies aériennes, à cause des différentes sanctions et lois et contre-sanctions votées entre les deux pays, les gens sont obligés de passer par Minsk en Biélorussie pour passer d'un pays à l'autre. Mais, cette interdiction ne concernait pas les vols d'avions privés, ce qui était le cas. À bord d'un tel vol, que Boyko et Medvedchuk se sont rendus en Russie le 22 mars.
Donc ce vol ne contrevenait pas à la législation ukrainienne de ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Avakov, qui a dit qu'ils ont profité d'une faille dans la législation. Quand on parle d'une faille dans la législation, c'est que tu as merdé à élaborer ta loi comme il faut. C'est tout. Puisque les deux hommes avaient des papiers en règle, n'étaient pas frappés d'une interdiction de sortie du territoire. Donc vous allez me dire, tout va bien. Non, pas en Ukraine. Pas en Ukraine, comme dans le cas des poursuites contre Medvedchuk à cause de sa demande d'appliquer les accords de Minsk. Même quand il n'y a rien d'illégal, les autorités ukrainiennes trouvent le moyen de déclarer le contraire et de poursuivre les gens pour des motifs complètement bidons. Alors le 27 mars, c'est le procureur général ukrainien, Loutsenko, qui a décidé de poursuivre les deux hommes politiques pour franchissement illégal de la frontière. Oui. Ils en sont là. Non, je sais bien que Loutsenko n'a pas de formation juridique adéquate pour être procureur, il est physicien à la base. Non, c'est pas une joke, ni un 1er avril en retard. Il est devenu procureur que parce que Joe Biden a poussé. Encore une belle ingérence américaine. Oui. Et c'est pas du complotisme, le mec s'en est vanté. Publiquement. Je vais rappeler quand même 2-3 petites notions de droit à M. Loutsenko. Je pense qu'il faudrait l'envoyer à l'université de droit ou lui payer des conseillers qui, eux, y sont allés. On ne peut pas franchir illégalement une frontière quand on a tous les papiers qu'il faut, que la frontière n'est pas fermée et qu'on la franchit sur un point de passage autorisé. C'est-à-dire aéroport, point de passage terrestre, les gares, voilà. Donc Boyko et Medvedchuk n'ont pas franchi la frontière entre l'Ukraine et la Russie en douce. Ils ne sont pas passés par la forêt. Ils ont pris un vol privé à l'aéroport Giuliani de Kiev avec leur passeport en règle et ils ne sont pas frappés d'une interdiction de sortie du territoire. Non, ce qui gêne Loutsenko et le gouvernement ukrainien actuel, c'est que les deux hommes ont tenu publiquement des discussions avec les autorités, ce qu'ils appellent l'État agresseur, pour évaluer les possibilités de normaliser les relations entre les deux pays et améliorer la vie des Ukrainiens, qui souffrent quand même terriblement de la politique ukrainienne actuelle, comme ce dont on avait parlé, de ce gaz russe qui miraculeusement fait demi-tour au niveau de la Slovaquie, qui devient du gaz européen avec $100 de plus les 1000 mètres cubes sur la facture. Tout ça pour prétendre que on est indépendant du gaz russe. Vous n'êtes pas indépendant du gaz russe, c'est du gaz russe. C'est le même. Il a pas changé de nationalité quand il a atteint la Slovaquie. Ah bah non. Voilà. Parce que là, actuellement, la russophobie des autorités ukrainiennes actuelles plombe le budget des ménages ukrainiens et l'économie ukrainienne. Mais oser le dire et proposer des moyens de résoudre cette crise par la discussion pour améliorer le niveau de vie des Ukrainiens, pour Loutsenko, Poroshenko et sa clique, ce sont des discussions anti-Ukraine. C'est vrai que c'est vachement plus pro-Ukraine de mentir à la population sur l'origine du gaz, en prétendant qu'ils sont libérés de la dépendance au gaz russe, alors que c'est toujours du gaz russe, mais à prix d'or. Donc non seulement ils mentent aux citoyens, mais en plus ils les appauvrissent au nom de ce mensonge. C'est quand même magnifique. Si c'est ça, le mensonge et la russophobie qui caractérisent désormais l'Ukraine, à en croire les autorités du pays, c'est pas étonnant que le discours franc et honnête de Boyko passe pour des propos anti-Ukraine, puisqu'au royaume du mensonge, la vérité est devenue un crime. Ouais, c'est clair. Et en plus, la rencontre ayant été médiatisée, et les propos de Boyko et Medvedchuk diffusés partout sur les médias russes, il faut absolument discréditer cette initiative, et surtout faire payer tous les lampistes qui ont permis à cette vérité de sortir en public. Résultat, en plus de poursuivre Boyko et Medvedchuk, et de lancer une enquête du SBU sur le contenu de leur visite et des propos qu'ils y ont tenus, ils ont décidé de continuer sur leur lancée au niveau conneries et de poursuivre les gardes frontières et les employés du service national de transport aérien de l'aéroport Giuliani qui ont laissé Boyko et Medvedchuk prendre l'avion. D'accord. Ouais. Ils y sont accusés d'abus de fonction pour avoir laissé les deux hommes passer le contrôle d'identité et leur avion décoller. D'accord. C'est tellement débile que le porte-parole du service des gardes frontières a quand même rappelé qu'ils n'avaient aucune raison légitime d'empêcher les deux politiciens d'aller en Russie. Est-ce qu'ils ont incriminé aussi le service d'hygiène, nettoyage des toilettes ou non? Parce que, pas encore, mais ça risque de venir, tu ne leur files pas des idées. Après, les femmes de ménage, elles vont se retrouver dans la merde. Sans mauvais jeu de mots. Oui. En tout cas, le parti d'opposition dont sont issus les deux hommes, Plateforme pour la vie, a décrit cette enquête comme étant l'agonie du gouvernement ukrainien mourant
Il a dit quand le procureur général Yuri Lutsenko a tenté d'inculper Viktor Medvedchuk et Yuri Boyko, nous avons décrit cela comme une nouvelle manifestation de démence incurable. Ce jugement instinctif s'est avéré tout à fait justifié car le lancement d'une procédure pénale contre les gardes frontières et les employés du service national du transport aérien ne peut être décrit que comme le fait que la démence continue à se propager. Ce n'est rien d'autre que l'agonie mortelle du gouvernement sortant. Ah oui, c'est net, hein. C'est très net. Voilà. Bon, devant le fait que ces accusations vont finir dans le mur ou dans la poubelle, il faut être basé sur la loi, les autorités ukrainiennes ont donc décidé d'empêcher toute récidive en bannissant tout vol direct entre l'Ukraine et la Russie, même les vols non commerciaux, sauf ceux des organisations internationales comme l'OSCE, l'ONU ou le CICR. Groysman, le Premier ministre ukrainien, a justifié cette mesure par le fait qu'il doit être clair pour tout le monde que personne n'a le droit d'humilier l'État ukrainien. Alors, vu le nombre de fois où vous le faites par semaine, juste quand vous ouvrez votre bouche, faut vous mettre en tôle pour ça? Parce que c'est pas la vérité qui humilie l'Ukraine, c'est vos pitreries, vos mensonges, vos magouilles, vos actes de corruption, vos décisions illégales, voire inconstitutionnelles, sans compter vos petits délires russophobes. Vous faites très bien le travail depuis 5 ans pour ce qui est de l'humiliation de l'Ukraine. L'Ukraine qui passe maintenant pour un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Hein. Ah non mais complet. Je veux dire, là si l'Ukraine est la risée de tous ceux qui ont un cerveau en état de fonctionnement, c'est pas à cause des déclarations de Boyko et de Medvedchuk qui ont même plutôt tendance à relever le niveau, mais à cause des conneries que vous dépitez parmi les membres du gouvernement et les députés de la Rada à Kiev. Non mais entre ceux qui prennent la Rada pour un ring de boxe et les déclarations officielles qui sont confondues avec des spectacles comiques, c'est à celui qui sortira la plus grosse ânerie possible. Ouais. Pour toute personne qui a 2 neurones en état de fonctionnement, vous avez cru que les romans de Kafka n'étaient que de la fiction, vous venez de découvrir que l'Ukraine post-Maïdan en a fait une réalité. Bienvenue en Absurdistan. Alors cette semaine, on a 2 pendant ce temps-là à Kiev. On est vraiment, on est gâtés. Là, ils ont fait du gratiné, vous allez voir. Allez aux toilettes d'abord. Je veux pas que vous ruiniez votre fauteuil. Alors le premier nous est généreusement offert par Volodymyr Omelian. Ça vous dit quelque chose, ce petit nom? Ouais, c'est le ministre ukrainien des infrastructures. Celui qui avait dit qu'il voulait couper toutes les liaisons ferroviaires d'autobus, etc. avec la Russie. Il a écrit sur Facebook qu'il ira à Moscou sur un tank avec les alliés de l'Ukraine. On vous mettra le screenshot du post, il l'a fait en ukrainien et en anglais. Et il nous a pondu ce délire le 4 avril en réponse à une proposition du syndicat des travailleurs des transports de Russie d'envoyer un représentant ukrainien discuter du rétablissement des liaisons aériennes avec l'Ukraine. Donc là, la Russie est plutôt gentille, ils tendent la main en mode allez, venez ici et puis on en discute, quoi. Tu vois? Et alors il leur a répondu: ne vous inquiétez pas, nous irons à Moscou un jour ou l'autre avec nos alliés dans des chars d'assaut, avec des pancartes qui disent vers Moscou, on va répéter l'exploit de Sagaïdachny. Ça a inspiré une très belle caricature à Vitaly Podvitsky. On va la montrer. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Non, ça reste sérieusement, quoi. C'est vraiment ça. Oui, on ira avec nos alliés dans un tank et tout. Puis il y en a un qui demande il a un tank? Il a des amis? Et l'autre qui dit affirmativement il a un diagnostic. Ouais. Et là, c'est mûr pour l'asile quand même. Ah, psychiatriquement, oui, c'est clair. Oui. Parce que l'homme dont il mentionne les exploits, c'est un hetman des Cosaques Zaporog, Petro Sagaïdachny, qui a mené le siège de Moscou au tout début du XVIIe siècle. Sauf que tout ça, ça a eu lieu à l'époque, ce qu'on appelle l'époque des troubles, quand le trône russe a changé de main de nombreuses fois avant que s'installe sur le trône Mikhail Romanov, dont la dynastie, je rappelle, restera à la tête de la Russie jusqu'au XXe siècle. Qu'en plus, ce siège s'est terminé plus ou moins sur un statu quo avec un armistice, parce que les deux armées se sont entretuées, mais les assaillants n'ont pas réussi à prendre le centre de Moscou, seulement les faubourgs, et que, comment dire, l'idée d'aller essayer de prendre Moscou avec des chars, oui. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah oui, c'est le cas de le dire, oui. Ouais. Je peux petite dédicace à tonton Adolphe. Avant ça, on a eu Napoléon. Ouais, il a réussi à rentrer dans Moscou. Il n'est pas resté très longtemps et puis il est reparti la queue entre les jambes. Je rappelle, il y en a un qui a fini ses jours sur un îlot de la Méditerranée et l'autre qui s'est suicidé dans un bunker. Ouais, c'est
très, très mauvais comme inspiration. C'est pas une bonne idée. Non. 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 Aller à Moscou avec des chars d'assaut, personnellement, je vous recommande pas. Bon, après, si vous êtes suicidaire, c'est votre choix, mais... Ah bah, dès qu'ils traverseront la frontière, le problème sera réglé. Hein. Voilà. Et alors, le deuxième effet qui se coule... le deuxième, pendant ce temps-là, à Kiev, ou plutôt, pendant ce temps-là, à Washington, nous est offert par ce cher Kurt Volker, qui va consommer d'ailleurs la même drogue que Béchamel. Ah oui, là, il fait très fort, le gars, oui, ça c'est clair. Ouais. Parce que bon, jusqu'ici, dans le processus électoral, Volker avait refusé de soutenir un candidat plutôt que l'autre. Et finalement, il a décidé de soutenir Porky, avec le même genre de délire que Béchamel, mais en moins en poulet. Non, parce que Béchamel, il nous fait des envolées lyriques. Oui, bah oui. Bon. Contre Volker, c'est un peu moins philosophique. Ou littéraire, disons. Littéraire, enfin, appelez ça comme vous voulez. Accrochez-vous, parce que c'est grandiose. Hein. Il a dit, je cite, « Le peuple ukrainien doit faire un choix. Veulent-ils un homme qui s'oppose à l'establishment en promettant des réformes d'envergure, ou veulent-ils un homme qui les a déçus peut-être d'une certaine façon, mais qui a réalisé beaucoup plus de réformes que nul autre en Ukraine au cours de ces 20 dernières années et qui a tenu tête à Poutine ?» Bon, alors, reprenons. L'Ukraine s'effondre plus vite depuis le Maïdan que pendant les 20 années précédentes. C'est ça, en fait, les réformes de Poroshenko? En fait, c'est des réformes pour appauvrir le peuple ukrainien, en fait. Vous avez oublié un petit morceau de la phrase, en fait. J'essaie de traduire, hein, il manque des petits bouts, il manque des petits morceaux. Et puis ensuite, quand est-ce qu'il a tenu tête à Poutine, cette espèce d'alcoolo? Non, mais... Oh. On pourrait arrêter les délires 5 minutes. Je rappelle la signature des accords de Minsk, vous regardez les photos. C'est vrai que Porky il était pas à l'aise, hein. Puis il passait pas pour la vedette de la journée. Hein. Non, il faisait plutôt la gueule. Regardez la table pendant que Merkel, Hollande et Poutine est en train de discuter. L'effet Debaltsevo. Terrible, hein. Terrible. Alors, je vois pas quand est-ce qu'il a tenu tête à Poutine, cette espèce de barrique sur pattes, là. Non, mais allô, quoi. Non, mais... Enfin, non, là... Faut que vous arrêtiez tous la drogue. Tous. Vite. Parce que là... la drogue, c'est mal. Oui. Surtout pour vos neurones. Parce que là, pour me sortir que Poroshenko a fait plus de réformes durant les 5 dernières années, alors que la corruption n'a jamais été aussi galopante qu'aujourd'hui, que c'est même pire qu'à l'époque de Yanukovych. Ah, puis il s'est enrichi, lui, hein, par contre. Hein. Ah, lui, il s'est bien enrichi. Je crois que sa fortune a été multipliée par 10 depuis qu'il est président. Enfin, qu'est-ce que vous me parlez de réformes qui ont été menées? Ah oui, vous avez appauvri le peuple ukrainien comme jamais. En fait, faut le dire ouvertement, quoi. Voilà. Mais puis cette histoire qui a tenu tête à Poutine. Non, mais allô. Le dernier qui a cru pouvoir tenir tête à Poutine, j'ai besoin de vous rappeler comment il est sorti de la salle de réunion. Nicolas S. Oui, il n'était pas à l'aise, oui. Il avait l'air un petit peu décontenancé. Ouais, il est sorti de la salle de réunion, tout le monde a cru qu'il était bourré tellement il était KO. Ouais. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Ce qu'on peut juste faire remarquer quand même, c'est que après toutes ces affaires de Russiagate, qui a fini en eau de boudin quand même, parce que le... Ah oui, avec le rapport... Ah, maintenant, ils essaient d'accuser Muller, en gros, d'être compromis lui-même, quoi, tu vois, c'est le truc sans fin. Voilà. Je dirais qu'une logique comme ça... Mais là, qu'est-ce qu'on constate ? Quand quelqu'un ne va pas dans ton sens, c'est un agent de Moscou, quoi. Enfin, voilà. Je dirais, à un moment, faut arrêter. Quand le mec qui était russophobe à mort te dit, ben non, désolé, on n'a pas de preuve de collusion entre Trump et le Kremlin... Et là, on a une ingérence politique en Ukraine des Américains qui alors absolument... Ben là, ils se cachent même pas. Hein. Ils ne se cachent même pas. Non, l'autre, il soutient ouvertement Poroshenko en racontant des salades. Enfin, bon, je pense que les Ukrainiens apprécieront le concept des super réformes des 5 dernières années. Je suis pas sûr que ça va l'aider quand même, parce que... J'ai pas l'impression que les Ukrainiens aiment beaucoup les Américains en ce moment.
Je pense surtout que là, les mecs, ils vont se dire qu'on se paye vraiment leur gueule, quoi, tu vois. Oui. Comment dire, ils sont plus pauvres qu'il y a 5 ans en arrière, leur service de santé est détruit, la corruption est plus florissante que jamais. Ouais, je pense que là, ils vont se dire, ne vous avez pas fini de nous prendre pour des perdreaux ou quoi, là, parce que là, ça va bien, quoi. Non, c'est du grand délire. Donc, ouais, là, c'est magnifique. Je dis, là, entre BHL la semaine passée et puis là, l'autre qui nous en rajoute une couche sur Poroshenko, le grand réformateur. Est-ce que je dois rappeler quand même que la loi qui permettait de punir les fonctionnaires qui s'étaient enrichis illégalement a été annulée par le Conseil constitutionnel ukrainien cette année, quand même. Comment dire? Voilà. Hein, je pense que... Ça pique les yeux, hein, c'est-à-dire que... Ça pique les yeux, ouais. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, si, c'est comme Macron qui te dit, oui, lui aussi, dans le délire, mais nous devons réformer, machin, mais ta gueule, quoi. Tes réformes, en fait, c'est vous casser tout. En fait, c'est ça. Il faut traduire, en fait. En fait, il faut prendre leurs propos, il faut traduire. Hein. J'essaie de faire un peu, je m'inspire un peu de Greg Tabibian, tu vois, qui sous-titre aussi un petit peu, tu vois, les propos de certains politiciens, entre autres Macron, Castaner, Co, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. C'est de la novlangue, hein. C'est de la novlangue, c'est-à-dire que c'est des mots qui sont censés avoir un sens, si je puis dire, et qui sont utilisés pour tromper, c'est-à-dire en fait cacher quelque chose qui est totalement l'inverse. C'est ce qu'a dit Lordon quand il a fait sa lettre ouverte de réponse à l'invitation de Emmanuel Macron à la fin du grand débat. Donc vous cherchez Lordon, c'était quoi? C'était fin du grand débat, début du grand débat. Il doit être invité à l'Élysée avec des intellectuels. Avec des intellectuels pour finir le grand débat, etc. Et Lordon a fait une vidéo, donc vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, vous cherchez fin du grand débat, début du grand débarras, où il répond très justement, il dit vous détruisez le langage. Donc effectivement c'est exactement ça, les autorités françaises, et, enfin ukrainiennes et même américaines, c'est de la destruction du langage, c'est de la novlangue. C'est-à-dire on prend des mots et on leur fait dire complètement le contraire de ce qu'ils veulent réellement dire. Ce que font ces gens, c'est pas des réformes, c'est de la destruction, c'est du pillage. Oui. C'est ça, en fait. C'est de la trahison, il faut le dire comme c'est de la trahison. C'est de la trahison. Donc en fait, le problème, c'est que ils vident les mots de leur sens, et c'est très grave, parce qu'on a besoin d'avoir des mots qui ont un sens, qui veulent dire la même chose plus ou moins pour tout le monde, pour arriver à se comprendre. Ouais. À partir du moment où tu détruis le langage, tu détruis toute possibilité de pensée politique. C'est une technique qui était utilisée par un ordre très connu depuis presque 500 ans, qui inspire les francs-macs et les sionistes. Ouais, donc voilà, donc vraiment, enfin, réappropriez-vous le sens des mots et appelez un chat, c'est pour ça que je dis toujours, appeler un chat, c'est très important. Appeler un néo-nazi, c'est important. Parce que quand t'appelles ces mecs-là des nationalistes, c'est un mensonge. Ça les dédouane, déjà. Ça les dédouane, c'est ce qu'on appelle en anglais du whitewashing. C'est t'essaies de les rendre plus blancs que blancs, quoi. Ouais. T'essaies de masquer tous les aspects négatifs. Nationaliste, ça peut encore passer, tu vois. Mais néo-nazis, non. Les mecs, ils ont des swastikas tatoués partout, ils font des igas, ils ont des portraits de tonton Adolphe dans leur caserne. Non, c'est des néo-nazis. Les mecs, le slogan de l'armée, maintenant, c'est quand même le gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, qui était le slogan des collaborateurs des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ouais. J'ai dit, c'est comme si dans l'armée allemande, on chantait de nouveau le Deutschland über alles. Voilà, le premier, avec le Deutschland über alles, le premier couplet, quoi. Il est plus chanté. Il fait toujours officiellement partie de l'hymne, mais en fait, il est plus chanté. Donc, non, je veux dire, là, faut arrêter les bêtises. Donc voilà, c'est ça la situation. En Absurdistan. J'appelais l'Ukraine comme ça maintenant. Et donc, ouais, je pense que jusqu'au 21 avril, on s'attend à peu près à tout. Provocation, acte de sabotage. Donc là, les forces de l'ordre en RPD sont passées en mode renforcé. Oui.
qu'on a eu des fuites de plans, d'essayer de foutre la merde ici, etc. Et on va voir le résultat, mais je pense que que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, je pense de toute façon que ça va être assez houleux. Je pense que ça va assez mal se passer, il va y avoir des contestations de résultats dans tous les coins, et de la fraude massive, parce que, enfin, on voit des trucs, je disais là, les taux de participation dans le Donbass, mais pas seulement. On montrera une petite carte, le score de Poroshenko à Slaviansk est quand même très élevé. Bizarrement élevé. Dans le Donbass, ceux qui ont remporté le plus de voix, c'était Zelensky et Boyko. Mais il y a des endroits comme ça, quelques villes comme Bakhmut, etc., où Slaviansk, où il a fait un score très au-dessus de la normale, tu vois. Donc, en fait, tu vois que là, ils ont bourré les urnes, quoi. Ils ont bourré les urnes avec les morts, quoi, tu vois. Avec les morts ou les gens de l'RPD et de l'RPL. Donc, c'est visible. Enfin, je veux dire, je comprends même pas comment le problème, c'est que l'OSCE se compromet en acceptant de reconnaître ces élections alors que les fraudes sont manifestes. Donc, ça atteint sa crédibilité à elle aussi, hein. C'est pour continuer, quoi. Donc voilà, situation à surveiller quand même jusqu'au 21 avril, mais je pense que ça va être surtout après, que là ça risque de devenir folklorique. À mon avis, ouais, ça va être assez chaud. On va voir qui va gagner, mais est-ce que Poroshenko va pousser la fraude jusqu'à gagner le deuxième tour? Mais là, c'est tellement visible. Ouais, parce que là, il y a 15 points de différence quand même. Bah, en fait, Zelensky a fait quasiment le double de Poroshenko quand même. Bah voilà. Donc ça serait très très improbable que Poroshenko gagne le second tour. Donc situation à surveiller. Demain, c'est les 5 ans de la proclamation de la République populaire de Donetsk. Donc reportage à venir. Début mai, ça sera l'anniversaire, enfin déjà la fête de la victoire, défilé de la victoire et du régiment immortel. Et ça sera aussi le 11 mai, l'anniversaire du référendum qui a entériné la proclamation du 7 avril 2014. Et donc demain, c'est l'anniversaire de la proclamation. Donc il va y avoir des événements ici, et donc reportage à venir, je vous promets. Voilà. Donc situation à suivre, je pense que ça va surtout bouger après le 21 avril. D'accord. Je pense que c'est là que ça va devenir assez chaud. Oui, sans doute. Voilà. Donc je te souhaite une bonne soirée, et je te dis à samedi prochain. Merci Christelle, bonne soirée également, et prudence toujours, hein, et à samedi prochain. Au revoir.